Oui, allô. Bonjour et bienvenue à cet épisode de la quotidienne, SolidWorks la quotidienne. Aujourd'hui, c'est un épisode, on va dire, un petit peu spécial. Alors pourquoi c'est un épisode un peu spécial? Parce que aujourd'hui, on va dire malheureusement, mais malheureusement, on va voir qu'on va quand même trouver d'autres choses après. Mais aujourd'hui, c'est le dernier épisode de SolidWorks la quotidienne. Ne vous inquiétez pas, hein, on a prévu d'autres formats, notamment on va y avoir un autre format qui va arriver dès la semaine prochaine, hein, à partir de mardi. On verra ça à la fin de la présentation. Donc ce sera un format qui lui maintenant sera hebdomadaire. Donc on va changer un petit peu de format pour pouvoir avoir, on va dire, un contenu qui soit un petit peu différent de ce qu'on pouvait avoir dans SolidWorks la quotidienne. Alors je ne sais pas si c'est le premier épisode auquel vous assistez. Déjà pour commencer, ce que vous voyez en haut à gauche, le petit QR code, donc c'est pour accéder à la chaîne YouTube SolidWorks France. C'est-à-dire que tous les épisodes de SolidWorks la quotidienne, ils ont été enregistrés. Ils ont été enregistrés et donc du coup, si vous prenez là votre téléphone, vous faites une photo de ce QR code, vous accédez directement à la chaîne YouTube. Et donc du coup, n'hésitez surtout pas, hein, à vous inscrire sur cette chaîne. C'est une chaîne que l'on a démarré, que l'on a ouvert il y a pas très longtemps, mais on va continuer de l'entretenir, bien sûr, bien entendu, après SolidWorks la quotidienne. Donc on va l'entretenir avec, on va ajouter régulièrement du contenu dessus. Donc surtout, n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez être au courant de nouvelles fonctionnalités, de webinars un petit peu particuliers qu'on va mettre au fur et à mesure du coup sur cette chaîne. Pour résumer un petit peu, hein, les épisodes de la quotidienne de cette dernière semaine, donc on a eu en début de semaine donc une personne de chez Agi Solutions, Pauline Minette, qui nous a montré pas mal de petits trucs et astuces, on va dire, sur l'utilisation de SolidWorks en général. On a eu également une personne mardi sur l'épisode 15 qui nous a montré un peu comment automatiser, comment configurer avec des équations la conception dans SolidWorks. Cette personne-là, elle travaillait on va dire dans l'aéronautique pour faire des sortes de boîtes de vitesse, entre guillemets, des convertisseurs de couple. Et elle avait entièrement automatisé tout le système. Donc c'est vrai que ça, c'était d'un point de vue technique, le contenu était vraiment très intéressant. On a eu également une très bonne présentation mercredi, donc pour l'épisode 16, une présentation de Visiative sur l'utilisation de la 3D expérience avec SolidWorks. Donc là, il y avait quand même pas mal un joli processus de conception qui a été déroulé avec la 3D expérience. Cet épisode-là de la quotidienne était vraiment assez intéressant. Et hier, on a eu également aussi une autre personne de chez Visiative qui nous a présenté un peu le contenu de SolidWorks Inspection. Donc aujourd'hui, c'est un produit qui est assez différent des autres. D'ailleurs, on n'en a pas eu beaucoup dans ces épisodes de la quotidienne, mais on va en retrouver dans les épisodes de l'hebdomadaire. Aujourd'hui, on va parler de simulation. Je sais qu'on avait déjà parlé un petit peu de simulation il y a 2 semaines avec Visiative sur Flow Simulation, mais aujourd'hui, on va parler de la simulation plastique. Alors la simulation plastique, c'est un domaine un peu particulier. On pourrait dire que c'est un domaine un peu dérivé, hein, de la simulation fluidique. Et aujourd'hui, pour parler de la simulation plastique, on va dire, on a la guest star, on a le maître de la simulation plastique chez SolidWorks aujourd'hui avec nous. Donc on a Monsieur Lotfi Derbal qui va justement faire la présentation, qui est Product Manager pour SolidWorks Plastique et également aussi pour SolidWorks Flow. Donc là, on ne va pas parler aujourd'hui, hein, de SolidWorks Flow, on va principalement parler de SolidWorks Plastique, mais donc cette personne-là, voilà, connaît très très bien cet outil. J'ai oublié de me présenter, moi, je suis donc Eric Chastanet, donc je travaille chez Dassault Systèmes. Aujourd'hui, ce n'est pas Romain qui fait cet épisode-là, qui fait cette introduction de cet épisode-là. Oui, Romain est en congé, donc moi je travaille dans son équipe et je m'occupe notamment aussi des produits de simulation. Je peux vous proposer qu'on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet en avançant un peu dans la présentation. Alors,
si Lotfi, tu pouvais avancer la slide. C'est fait? Ah, Excusez-moi. du coup, c'est que l'écran est en pause. Ah, pardon, excusez-moi. Alors c'est bien sûr hein, les Ça y est. aléas du direct, hein, comme vous pouvez voir, on a toujours des petits problèmes de logistique, mais là je pense que maintenant Voilà. vous devez pouvoir apercevoir donc la slide. Donc, alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Le domaine de la simulation plastique déjà ou de l'injection plastique, c'est pas un domaine qui est connu par tout le monde, hein, c'est vrai. Moi je l'ai découvert il y a un an. Euh, donc, dans un premier temps, dans cette présentation, voilà, on va revoir un peu qu'est-ce que c'est que l'injection plastique, hein, un peu là, au niveau de la terminologie, les mots qu'on utilise, la presse, ce genre de choses-là, la vis sans fin, les cavités. Donc voilà, il y a toute une terminologie qu'on va essayer d'expliquer, de résumer, pour vraiment comprendre un peu qu'est-ce qu'on a dans l'injection plastique, quel type de machine on utilise. Ensuite, on va essayer quand même de comprendre du coup quels sont les problèmes qui sont liés en général hein, à l'injection plastique. Pourquoi on pourrait avoir des problèmes dans l'injection plastique et quel type de problème on peut avoir? Peut-être des injections qui ne sont pas complètes ou qui ne sont pas d'assez bonne qualité. Et du coup, ça va introduire les solutions de simulation dans justement le domaine de l'injection plastique justement pour pouvoir éviter, pour pouvoir contourner ces problèmes, au lieu de les avoir directement sur un moule ou sur des essais de moule, ça coûte très très cher. Du coup, on va utiliser ces solutions d'injection plastique pour justement éviter d'avoir ces problèmes-là. Donc du coup, l'autre fille, peut-être je vais te laisser te présenter et du coup, je vais te donner la main pour continuer la présentation. Eh bien, merci. Merci, Eric. Confirme-moi que tu m'entends bien. Je t'entends bien. N'hésitez Parfait. pas d'ailleurs à poser des questions ou à nous dire si vous avez des problèmes techniques. On répondra en direct. On essaiera de vous répondre en direct. Et si on ne vous répond pas tout de suite, on vous répondra ça par mail ou soit à la fin de la présentation, on fera une petite séance questions-réponses. Allez, je te laisse, l'autre fille. Merci bien, Eric. Bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette présentation. Merci à toute l'équipe dans les coulisses qui organise ces webcasts. Il y a beaucoup de travail derrière, malgré tout. Bien, donc j'enchaîne un petit peu sur ce que disait Eric. Alors, cette présentation sur SolidWorks Plastique, bon, je la voulais un petit peu, comment dire, abordable pour tout le monde. Donc, je vais montrer peut-être des choses qui vont paraître simples pour des gens expérimentés, mais j'aimerais aussi que tous les participants à cette webcast puissent un petit peu comprendre et peut-être découvrir un besoin dans ce domaine. Donc, les avantages, après avoir introduit un petit peu les bases de cette présentation, pourquoi l'injection par moulage? Donc, si je compare par rapport un petit peu à des pièces de fonderie, toutes les pièces que l'on ne sait pas fabriquer autrement à cause des formes complexes, des géométries complexes, et qui soient propres et esthétiques, alors quand elles sont en plastique, on utilise l'injection par moulage. D'accord? De même, lorsqu'on a un volume élevé, c'est-à-dire des grandes séries, donc ça va de centaines de milliers à des millions de pièces par an, on comprend bien que l'usinage traditionnel ne va peut-être pas pouvoir répondre. De toute manière, bon, là, on parle du plastique. On va dire, si je compare par rapport à des imprimantes 3D, donc là, on n'est pas du tout dans le même type de nombre de séries possibles sur des imprimantes 3D. C'est très rapide. Okay, les temps de cycle de fabrication d'une pièce plastique, ça va de 3 à 60 secondes en moyenne. Okay. On ramène du fait qu'on en fabrique beaucoup en peu de temps, mais en général, on ramène le coût à quelques centimes par pièce pour certaines géométries. Okay. Et puis, bien entendu, l'avantage du fait que les plastiques sont légers, qu'ils sont chimiquement résistants et ils ont bien entendu un bon rapport résistance et poids. Un petit rappel, donc l'injection par moulage, donc on a une presse, les éléments essentiels de la presse
pour fabriquer une pièce en plastique, sont bien entendu le système avec une vis sans fin, d'accord, et un système pour pondre les granulés, d'accord. Donc, on va avoir les granulés en plastique ici qui vont alimenter cette vis qui va s'échauffer. C'est une vis sans fin, donc qui va tourner puis avancer, mettre le plastique en fusion à pression, d'accord. Ensuite, avec cette pression-là, à travers le fourreau, le système d'alimentation, on va aller alimenter un moule qui est fermé et dont la cavité est représentée un petit peu ici en blanc. Okay, la dernière partie, une fois que la pièce est refroidie, on va l'éjecter. D'accord. Juste une petite terminologie pour retrouver un petit peu qu'est-ce qu'on sait simuler avec SolidWorks Plastique. Okay, donc, on sait simuler la première étape d'injection, c'est le remplissage. La vis, elle avance, elle tourne, elle avance, et puis elle remplit la cavité en général jusqu'à 97 à 99% en volume. Okay, et la seconde étape, on va bourrer la matière, si je puis dire. D'accord. Donc, c'est le compactage et le maintien en pression afin que, pour réduire le retrait, parce que ça se rétracte une fois que c'est éjecté et que ça atteint la température ambiante. Okay, on va mettre un maximum de matière. Et c'est cette seconde étape où l'on va peut-être, par rapport au volume, aller jusqu'à 101, 102% pour compacter cette matière-là dans un volume fixe. D'accord. Il y a le processus de régulation qui démarre dès qu'on ferme le moule, bien entendu, pour que, une fois que le plastique fondu remplisse la cavité, eh ben, il va falloir le refroidir pour qu'il solidifie afin d'éjecter la pièce à la bonne température. Okay, donc, la dernière étape sur la presse, c'est l'éjection de la pièce. Le moule s'ouvre et puis les pièces qui ont été refroidies sont éjectées. Voilà, tout simplement. Encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais présenter des choses basiques, mais vous allez voir un petit peu que malgré qu'elles soient basiques, pour les résoudre, il va falloir faire appel à des outils qui vont nous aider à simuler ce process. Okay, rappel pourquoi le plastique, donc le poids réduit. On avait dit le rapport résistance-poids qui est élevé, okay, par rapport un petit peu à cette matière. On peut façonner les formes, d'accord. On a une grande liberté de conception puisque c'est un moulage, donc on va pouvoir jouer sur l'esthétique, jouer sur les formes en fonction des besoins. Les plastiques sont chimiquement inertes et chimiquement résistants, notamment lorsqu'on doit faire appel à des contacts avec les aliments. Donc, on a des familles de plastiques compatibles alimentaires, compatibles pour les dispositifs médicaux, les prothèses, stocker des déchets dangereux, etc. Okay, il y a une forte résistance, une excellente résistance au choc. Okay. Les matières plastiques, il y a deux catégories, ce qu'on appelle les thermoplastiques et les thermodurcissables. Pratiquement, les thermoplastiques, c'est peut-être parmi les plastiques que vous connaissez de tous les jours, les plastiques qui nous entourent. Okay, donc, ce sont des matières qui à haute température, donc on peut bien entendu remplir un moule par exemple, etc. Une fois refroidi, ça solidifie, on a la forme finale. D'accord. Et le processus est réversible, c'est-à-dire qu'on peut refondre. Alors, on ne le fait pas pour des raisons de qualité, mais on peut refondre et recycler pour utiliser sur des pièces de moindre importance, de moindre qualité, refondre le plastique et le réutiliser. D'accord. Les thermodurcissables, bon, il y a peut-être ceux qui se rappellent des matières utilisées pour les anciens téléphones, c'est de l'époxy, d'accord. Donc, il faut chauffer pour durcir. Le caoutchouc fait partie aussi et une famille de silicone font partie un petit peu de ce qu'on appelle des thermodurcissables. Alors,
si on a raté la pièce, on ne peut pas réutiliser la matière en la refondant et puis en la remoulant dessus. Donc, elle va directement au rebut. D'accord? Pour donner, on va dire, une explication simple, une différence entre les thermoplastiques et les thermodurcissables. Okay? Parfait. Donc, parmi les thermoplastiques, on va se concentrer sur les thermoplastiques au jour d'aujourd'hui, même si on est capable de gérer et de simuler les thermodurcissables. La seule explication, c'est une utilisation assez marginale, ok? Et en plus, les données matières sont assez rares. Donc, ce qui limite un peu l'utilisation. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'y intéresse pas. Donc, parmi les thermoplastiques, nous avons deux catégories. Ce qu'on appelle amorphe et cristallin. Donc là, c'est un petit peu au niveau de la chaîne moléculaire où on va trouver les différences. Grosso modo, avec les plastiques amorphes, on a une organisation un petit peu aléatoire lorsque on solidifie le plastique en fusion. Le cristallin, comme son nom l'indique, on a une organisation un petit peu plus, comment dire, organisée, proche des métaux, donc avec une structure moléculaire qu'on appelle cristalline. Okay, voilà un petit peu la différence, on va dire, physique. Okay, ça va jouer sur le comportement. Donc là, on a donné quelques exemples parmi les plastiques amorphes. Le polycarbonate connu pour, par exemple, certains plexiglas, etc., pour leur transparence, on va en parler après. Les acryliques, les polyesters, etc. Parmi la famille des cristallins, peut-être on connaît les nylons, okay, ou les PA, les PA6, PA66, PA12, etc., qui sont donc des polyamides. Okay. Le nom nylon est plus peut-être connu. Une petite comparaison ici entre l'amorphe et le cristallin. Donc, alors, si on cherche des effets optiques, si on veut de la transparence, on veut avoir un plastique transparent, il faut utiliser plutôt un plastique amorphe. Okay, les cristallins étant entre l'opaque et translucide. Donc, du coup, pour la transmission lumineuse, l'amorphe est excellent et c'est fait pour le cristallin. Par contre, on voit entre résistance chimique, c'est limité pour l'amorphe et c'est bon à excellent pour cristallin, etc. Alors, quelque chose d'important aussi, l'effet de retrait, d'accord? Il est fait pour l'amorphe, assez élevé pour le cristallin. On va avoir après, pour des utilisations, par exemple mécaniques, on a un coefficient de friction qui est élevé pour l'amorphe et qui est fait pour le cristallin. Donc, ça va nous aider à choisir un petit peu en fonction des besoins quel type de plastique. Et puis, on voit par exemple du point de vue rigidité, fragilité, résilience, si on peut dire, bon, bah, entre l'amorphe et le cristallin, il est cassant dur ici, il est dur ici. Ici, ça va de rigide à flexible. Ici, c'est l'inverse. Okay. Alors, on peut aussi y mettre ce qu'on appelle des charges ou des additifs. D'accord, entre par exemple, les colorants, les stabilisateurs pour supporter les rayonnements UV, les antioxydants. Certaines normes demandent à ce qu'il y ait des retardateurs de flamme, des lubrifiants pour le process ou pour un comportement mécanique, des agents moussants. C'est plus pour avoir un effet de volume. Et puis, vous avez aussi des mélanges de plastique. D'accord. Il y a aussi ce qu'on appelle les charges comme les fibres de verre notamment. On avait parlé tout à l'heure des nylons. La plupart de ces nylons sont chargés de fibres, okay, ou renforts. Et vous voyez qu'on peut ajouter d'autres charges ou additifs en fonction un petit peu de ce qu'on peut obtenir. Par exemple, un parfum. Okay. Alors, pourquoi c'est si important? D'accord. Donc, on voit que
en fonction du plastique, on va avoir des propriétés différentes. Donc, il va se comporter différemment. Ne serait-ce que rajouter un colorant par rapport à un plastique existant, on va changer les propriétés. Okay, donc, on peut pas dire intuitivement si j'ajoute une charge ou j'ajoute un autre additif ou j'ajoute quelque chose qui lubrifie, etc., le processus, etc., bah, ça va modifier les propriétés, donc le processus d'injection. D'accord? Alors, on sait, donc là, c'est l'expérience hein, qui nous le dit. Okay? Quand on va modifier une conception ou le moule ou la matière, donc par exemple ici, si j'augmente l'épaisseur de la paroi, c'est bien parce que ça fait baisser la pression. Par contre, le temps de refroidissement va être augmenté. Donc ça va jouer sur le cycle. Diminuer l'épaisseur de la paroi, bah, la pression va monter. Donc il me faut peut-être une presse plus puissante, mais le temps de refroidissement va diminuer. Augmenter la longueur d'écoulement, ça veut dire quoi? Bah, si je change le point d'injection, qu'on appelle seuil. Si je prends une plaque, entre injecter au centre de la plaque ou commencer sur un bord, on va modifier ce qu'on appelle la longueur d'écoulement. D'accord? Et la pression requise, pour remplir, elle peut augmenter si je change la longueur d'écoulement. Okay? L'exemple de la plaque, entre le centre, un point d'injection au centre de la plaque ou à partir du bord, ben, on comprend bien que si on commence si on injecte à partir du bord, la pression va augmenter. Et bien entendu, a fortiori, diminuer la longueur d'écoulement, bah, on va baisser la pression. L'ajout de seuil va aussi baisser la pression. Par contre, j'aurai plus de lignes de soudure parce que j'aurai des francs de matière qui vont se rencontrer. L'ajout de colorant, on ne sait pas, mais ça modifie. D'accord? Ça peut être lubrifiant comme ça peut être l'inverse. Okay? L'ajout de renfort, en général, les fibres de verre, comme c'est des microfibres solides, bon, ça va un petit peu être résistant et donc du coup la pression va augmenter. Okay? Donc voilà un petit peu les défis que va se poser un concepteur ou un fabricant. Est-ce que je peux produire ma pièce? Quelle est la meilleure position On vient de voir un petit peu que différents paramètres, soit matière, le choix de la matière, soit dans le process, vont modifier le comportement du plastique dans le moule en termes de pression, en termes de refroidissement, etc. Comment éviter les lignes de soudure et les bulles d'air. Les bulles d'air, donc c'est lorsqu'on ne met pas d'éventation dans le moule, hein, puisque le moule est fermé, étanche, et s'il n'y a pas d'éventation, bah, il va y avoir une contre-pression qui va être un peu résistante à l'écoulement. On peut se retrouver à la fin avec des petites bulles d'air qui provoquent des brûlures. D'accord? C'est des microbules qui vont exploser et puis comme cette partie-là n'est pas en contact avec le moule, elle n'est pas refroidie, donc voilà, ça laisse des traces de brûlure avec l'explosion et le non-contact avec le moule pour refroidir. Est-ce que je vais devoir faire beaucoup de modifications du moule? Est-ce que combien va me coûter une modification? Anticiper les non-conformités? Voilà le nombre de questions qu'on va se poser, d'accord? Et comment optimiser mon outillage? Alors, on voit bien que l'intuition et même l'expérience est limitée. Quand on a de l'expérience, c'est très bien. Même 25 ans d'expérience ne résolvent pas tous les problèmes. Alors, les défis, c'est que la pièce ne se remplit pas, qu'il y ait des lignes de soudure, qu'il y ait des bulles d'air, des marques de brûlure, des retassures, remplissage non équilibré. Okay. Alors, en arrêt matière, on le voit par exemple ici, voilà, la pièce n'est pas terminée. Ce cercle n'est pas terminé. Ça peut être dû généralement à la conception du moule, dont la position du seuil, la dimension du système d'alimentation, comme on l'avait vu dans la première image, c'est ce qui va ramener la matière à partir du fourreau de la vis jusqu'à la cavité. La ventilation inadéquate, c'est ce qui nous sert un petit peu à chasser l'air qui est emprisonné. Dans le processus aussi, ça peut être un problème du dosage, d'accord, puisqu'on retire une certaine masse de matière que l'on va pousser.
donc il n'y en a peut-être pas assez, ou la pression d'injection est trop faible ou limitée, pareil pour la vitesse d'injection, ou bien aussi la température trop froide du moule. Okay, alors les solutions, augmenter la taille du seuil, changer la position du seuil, ajouter des seuils au risque d'avoir des lignes de soudure, augmenter le diamètre des bûches, préférer donc des formes de bûches circulaires plutôt que demi, etc. Voilà, c'est un petit peu le genre de conseils qu'on va trouver un petit peu dans comment dire, dans la littérature pour nous aider un petit peu à trouver des solutions. Les évents, on peut augmenter leur épaisseur ou leur profondeur, en rajouter, agir sur la dose, augmenter la température du moule, etc. Donc, un autre problème, c'est les lignes de soudure. D'accord? Donc, on le voit très bien ici. Je vais avoir deux fronts de matière. Donc, on voit un petit peu un système d'alimentation, la buse, un canal primaire, un canal secondaire, le seuil, que l'on voit un petit peu presque en transparent ici. Okay, donc, la pièce a été éjectée, ce qu'on appelle des canaux froids. Hein. Ils sont éjectés avec la pièce. Et après, on les retire, on les casse. On a une belle ligne de soudure ici parce que je vais avoir deux francs de matière qui vont se rencontrer. Et là, ça peut poser problème. Alors, si j'ai des sollicitations mécaniques de cette pièce, elle peut casser à ce niveau-là. D'accord? Alors, ici, je résous un problème, je vais baisser la pression puisque j'ai deux points d'injection. Par contre, je vais créer un autre problème. Comme quoi, l'injection plastique, c'est un peu de la... Alors là, c'est pas péjoratif, c'est de la grande cuisine. D'accord? De la cuisine gastronomique, dans le sens où, voilà, en jouant sur les ingrédients, je vais trouver un bon équilibre. Je ne peux pas tout résoudre, mais il va falloir être un petit peu l'expert pour trouver le bon dosage des différents ingrédients. Eh bien, c'est un petit peu similaire. Ici, bon, il faut éviter pour les lignes de soudure, c'est à cause des contournements d'obstacles comme les trous, etc. Les épaisseurs de parois qui peuvent varier, donc ce qui fait que le front de matière, il ne s'écoule pas d'une manière uniforme. Il peut y avoir des hésitations d'écoulement, les seuils multiples, comme on l'a vu. Donc voilà, les solutions, c'est minimiser, positionner d'une bonne manière les seuils pour minimiser l'impact des lignes de soudure. D'accord? Donc il y a d'autres solutions pour ça, bien entendu. Je ne vais pas rentrer dans un seul seuil si possible. Okay, c'est pas toujours évident. Quand vous avez des pièces d'envergure, c'est obligé d'en faire plusieurs parce que vous n'aurez jamais une machine avec une pression aussi élevée. Par exemple, pour un tableau de bord, voilà, c'est impensable d'avoir un seul trou. Une table de jardin, par exemple, il y a certaines tables de jardin qui sont injectées, d'accord. Et là, il y a au moins 6 ou 8 points d'injection pour arriver à remplir la cavité qui représente le plateau d'une table, par exemple. Okay, et puis jouer sur les épaisseurs, bien entendu. Alors, les marques de brûlure, bon, c'est ce qu'on appelle un petit peu les bulles d'air, d'accord? C'est les parties qui se... On le voit ici, mon point d'injection qui est à ce niveau-là, ok? Ici, c'est parce que j'ai un front de matière, il y a un risque de formation d'une bulle d'air, et pareil ici, puisque c'est la dernière partie. La solution, c'est de mettre de l'éventation au bon endroit. C'est pas toujours simple, on peut pas le faire n'importe où, ça peut être compliqué, hein, donc après on essaie un petit peu de déplacer ces points-là en essayant de jouer sur au moins le point d'injection ou bien sur la conception. D'accord? Donc ici, par exemple, voilà, augmenter les épaisseurs, modifier les lignes de coulement, etc. Et rajouter des évents, bien entendu. Les rotassures sont aussi un problème qu'on essaie d'éviter. En fait, cette poignée-là, on a un certain nombre de nervures à l'intérieur. Okay, alors, ce qu'on appelle rotassure, c'est un petit peu, comment dire, une sorte de rétrécissement local, un retrait local, parce qu'il n'y a pas assez de matière pour compenser ce retrait-là. Okay, et c'est souvent quand il y a un changement brut d'épaisseur. Donc, si je prends une section qui traverse cette poignée-là, au moment où je vais traverser une nervure, je vais avoir un changement d'épaisseur. Tous les croisements en T, par exemple, ou si j'ai des bossages de l'autre côté, je peux avoir donc des rotassures qui sont problématiques du point de vue esthétique, okay, et même fragilisées peut-être. Et d'ailleurs, si on passe le doigt
sur cette poignée-là, on va ressentir ce retrait-là. D'accord? Et les solutions, c'est d'augmenter, bien sûr, les diamètres de canal d'alimentation pour bien compacter, modifier la position des œufs, mais aussi jouer sur la conception des nervures, par exemple, en jouant sur les différentes épaisseurs, celles des nervures, par exemple. Okay? Lorsque j'ai un multi-empreinte, je suis confronté à un problème, c'est l'équilibrage. Okay? Quand on moule deux pièces dans un même moule, la raison, c'est d'avoir souvent un peu la même qualité des pièces. Par exemple, un boîtier sans couvercle. Okay? Esthétiquement et mécaniquement, etc., on voudrait que ça soit de la même qualité. La seule possibilité, c'est de les faire dans le même moule. Autrement, ça ne sera jamais, proche en termes de propriété. Alors, se pose le problème, c'est que s'il y a une pièce qui se remplit avant l'autre, je vais avoir une pièce qui va être en surpression pendant qu'on finit de remplir la deuxième. Il y a un décalage. Celle-là, elle va se remplir un petit peu plus tard. OK? Alors, du coup, comme celle-là est déjà remplie, toute la pression va arriver sur la pièce déjà remplie. OK? Elle va commencer à compacter avant que cette pièce-là ne soit remplie. Okay? Et là, il faut jouer un petit peu sur ces diamètres-là pour pouvoir équilibrer ça. Alors, je passe à un autre sujet un petit peu pour justifier un peu l'utilisation puisque le but, c'est de parler de la simulation, bien entendu. Pour justifier ça, on a fait une enquête sur nos utilisateurs, parmi nos utilisateurs, okay? Et ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que 75% de ces utilisateurs doivent retoucher leur outillage au moins 2 fois. Alors, un moule, ça coûte très cher. Okay? Le prix des moules, je vais le rappeler un petit peu plus tard, c'est entre 10 000 à 1 million d'euros. Donc, quand on a un moule, par exemple, à 100 000, 200 000, même à 50 000, le retoucher une ou deux fois, ça peut aller très loin en termes de coûts et sortir un petit peu des budgets. Donc, si on peut éviter justement de retoucher le moule, on va être content et on va vraiment amortir l'investissement, par exemple, dans une solution de simulation. Alors, on rentre un petit peu plus dans le sujet. SolidWorks Plastique va vous aider un petit peu à prévoir et éviter les défauts de fabrication, donc comme ceux qu'on a vus précédemment, les reprises de coûteuses du moule, d'accord, améliorer la qualité des pièces en supprimant par exemple les lignes de soudure, etc., éliminer les effets d'hésitation, etc. Et bien entendu réduire les délais de mise sur le marché comme tout produit de simulation qu'on vous propose dans la famille SolidWorks. Et Dassault Systèmes d'une manière générale, on va y venir après. Alors, on sait au jour d'aujourd'hui que 80% des pièces plastiques sont moulées par injection. D'accord? On l'avait expliqué tout à l'heure, c'est un processus assez complexe, mettant en jeu des variables de temps, de température, de pression, du choix de la matière et de l'outillage, bien entendu. Et comme je vous l'avais dit à l'instant, donc le coût d'un moule, c'est entre 10 000 à 1 million d'euros lorsqu'on a une pièce très technique. Okay, donc imaginez si je peux reprendre un moule, ne serait-ce qu'un moule à 30 ou 50 000 euros, si j'en évite un ou deux dans l'année, je vais avoir un retour sur un investissement très positif. D'accord? Juste en évitant une ou deux fois la reprise d'un moule. Alors, je vais passer un peu au côté démonstration, et on reviendra un petit peu à la fin sur d'autres slides. Vous devez certainement voir mon écran SolidWorks. Eric, tu me le confirmes? Oui, oui, on voit bien ton écran. Merci bien. Alors, bon, pour être sûr que je vous montre le bon écran, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'on va un petit peu déborder sur les 45 minutes prévues. Donc, si vous devez prendre des boissons, des cafés, du thé ou d'autres boissons, n'hésitez pas. Et j'espère que ça vous intéresse et qu'on va vous garder jusqu'à la fin. D'accord?
Alors, l'interface de SolidWorks Plastique, on a l'impression de continuer SolidWorks. Okay, la conception va être pilotée par la simulation. Et c'est ça un petit peu le but. Et je dirais même qu'en fait, alors pour ceux qui connaissent le codage, c'est une sorte de boucle imbriquée. D'accord? Donc, je fais une boucle de conception et dans cette même boucle, j'ai une boucle de simulation qui me permet d'avoir des informations pour décider sur ma conception. C'est ça un petit peu le but. Donc, comme vous le voyez ici, je suis dans SolidWorks et comme tous les produits de simulation, on a SolidWorks Plastique, SolidWorks Flow Simulation, etc., etc. Je vais pouvoir jouer sur des différentes configurations sans sauvegarder une pièce différente, etc. Je sais attacher à une configuration une simulation. D'accord? Donc, ça me permet un petit peu de jouer sur ma conception, de garder un petit peu l'historique au cas où je dois revenir, modifier autre chose. Si, c'est le what if analysis en anglais. Okay? Que se passe-t-il ici? Je modifie ça, je modifie ça, ou je modifie ça. Donc, comme ça, on garde un historique. Alors, si je reviens un petit peu à ça, donc je fais voir que dans cette nouvelle version 2020, on a beaucoup travaillé sur l'interface et comme vous le voyez ici, j'ai une sorte d'assistant très similaire à SolidWorks Simulation. Donc, ceux qui sont habitués vont pouvoir s'y retrouver. D'entrée, je vais annoncer quelle est, si j'ai une seule pièce. Alors, comme vous le voyez, on a la possibilité avec SolidWorks Plastique de gérer la bi-injection, la co-injection, l'assistance gaz, assistance eau, etc. Okay, donc, je peux avoir comment dire, je peux avoir besoin d'avoir plusieurs cavités ou inserts ou moules inserts, etc. D'accord? Donc là, j'ai une seule pièce, une seule cavité. Donc là, il y a un matériau unique. Okay, et là, du coup, je n'ai même pas besoin d'assigner que c'est la cavité puisqu'il n'y en a qu'une. D'accord? Si je fais une seule simulation, enfin, si j'ai une seule pièce, c'est forcément la cavité. Et sinon, bon, dans le domaine, je peux affecter des systèmes de régulation, des systèmes d'alimentation, de rajouter un mille virtuel, etc. Les conditions. Alors, point d'injection, par exemple, ici, je peux aussi, comme vous le voyez, il y a toute une multitude de possibilités. Okay? Je vais aller sélectionner cette face-là et dire que c'est le point d'injection. Okay? Et là, je vais passer donc au maillage. Donc là, le maillage va se créer quasiment automatiquement, comme vous le voyez. D'accord. Vous avez tout simplement un curseur. Il n'y a plus à alors, on peut le pousser vers la gauche, etc. Faire des tests. OK? Et vous allez voir, c'est assez rapide, donc il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin de. Enfin, on peut s'offrir le luxe d'essayer et de voir un petit peu ce que ça donne. OK? Et simplement utiliser comment dire, un critère pour baser le maillage sur les courbures dès qu'il y en a, pour une étude, on va dire, pas trop grossière, hein, parce que le maillage n'est pas si mauvais. Hein, okay, on va dire que ça nous convient. Là, c'est un maillage surfacique que vous voyez à l'écran. Alors, je peux aller dans les différentes étapes, etc., jouer sur, corriger s'il y a lieu. En sauvegardant ici, il va être transformé automatiquement en solide. Alors, pour ceux qui connaissent le produit, il y a donc 2-3 ans, il y avait beaucoup de clics de souris pour arriver au résultat actuel. Donc tout ça, on l'a compilé dans un mode en arrière-plan automatique. La pièce est sauvegardée, le maillage solide est sauvegardé et on sait qu'il est de bonne qualité parce qu'on utilise une bonne technologie de maillage. Je vous le rappellerai tout à l'heure. Donc après ça, qu'est-ce que j'ai je suis mon arborescence, sélectionner une matière. Ok, on reviendra tout à l'heure dans ma présentation. Elle s'est mise dans une autre fenêtre. Donc je la ramène ici, dans un autre écran, pardon, où l'on va sélectionner la matière. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. On a accès à 4000 matières. Alors, si besoin, alors si je suis expert, je peux aller dans les réglages. Sinon, je suis prêt à exécuter. J'ai suffisamment de données. Okay, alors, pareil, elle se met dans mon autre écran. Donc, il y a une fenêtre
du log, du calcul qui commence, etc. Et puis, vous avez ici la possibilité de montrer les résultats partiels, etc. Alors, on ne va pas faire on va pas attendre la fin des résultats pour ça, d'accord? C'était juste pour vous montrer comment c'est facile de mettre en œuvre et de lancer un calcul. Ce que je voulais un petit peu vous montrer aujourd'hui, c'est je pars de deux configurations. Donc, j'ai une configuration initiale que je vais charger, okay, dont on a fait l'analyse basée un petit peu sur les données que j'ai utilisées pour la démo. Okay, et je vais tout simplement charger les résultats. Alors, entre autres, donc pour visualiser les résultats, je peux animer le front de matière. Et là, on voit que c'est vraiment une technologie ici solide, hein, et d'ailleurs c'est rappelé ici, d'accord? On utilise ce qu'on appelle un maillage hybride, constitué donc de tétraèdres et de... Bon, j'aurai quelques images tout à l'heure dans ma présentation pour aller dans d'autres détails. Alors, je vais aller assez vite. Ici, ce qui m'intéresse, on va dire, supposons que voilà, je regarde, bien entendu, on peut aller voir les pressions, etc. Ce qui m'intéresse, voilà, problème de conception, je veux par exemple, comme objectif, éviter les lignes de soudure ici. Là, c'est très difficile d'éviter les lignes de soudure dans cette pièce-là parce qu'il y a des variations d'épaisseur, les fronts de matière se séparent à plusieurs endroits, etc. C'est pas une plaque, ok? Donc, maintenant, il y a un compromis. Je dois accepter des lignes de soudure. C'est impossible. Il faudra pratiquement, et c'est pas un problème de, même si je change la position, vu la forme de la pièce, ça va être très difficile. Les bulles d'air aussi, donc je vais en avoir un petit peu presque partout sur cette partie-là, ok, à quelques endroits. Donc là, il va falloir réfléchir si on peut résoudre ça pour les fondations. Mais intéressons-nous à la ligne de soudure. Pour éviter un petit peu qu'il y ait des lignes de soudure là, eh ben, on voit que le front de matière ici, donc si je réanime de nouveau, ok, et puis ça nous, que le front de matière ici, on a voilà une rencontre un peu frontale qui risque de donner des problèmes mécaniques, esthétiques et mécaniques, d'accord? Donc une ligne de soudure, ça peut être juste esthétique, mais ça peut être un problème esthétique et mécanique. Okay. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer un petit peu de modifier et ça on va le faire avec SolidWorks. Donc bon, là ça je l'ai déjà fait. Je vais switcher sur une configuration qui s'appelle FlowAid. C'est pour aider, on va dire, faciliter l'écoulement. Alors le changement c'est là. C'est-à-dire que autour de ce cercle, on a rajouté cette épaisseur-là. On va le voir tout simplement. Quel est l'effet là-dessus quel est l'effet de ce changement de conception par rapport un petit peu à la configuration précédente. Okay, donc là, ça va être relativement parlant. Okay. Si je regarde d'abord le front de matière, on va se mettre. Donc si on se mémorise, bon, là ça a été un petit peu trop vite à la fin, mais il est moins frontal. Alors, mais si on regarde les lignes de soudure, donc je ne dis pas qu'on a résolu à 100% le problème, mais désolé, c'est pas ce que je voulais montrer, c'est ça. La ligne de soudure n'est plus à cet endroit-là. Okay, donc voilà, on a une idée pour aller dans la conception. Et comme vous le voyez, on a déplacé ces lignes de soudure. Est-ce que ça répond ou ça répond pas? C'est à nous de voir. Et on voit que dans cette partie-là, c'est plus en bleu, donc c'est plus des lignes de confluence peut-être. Et du point de vue mécanique, peut-être que c'est moins important. Peu importe. Tout ça pour vous dire comment je peux résoudre un problème de qualité en utilisant SolidWorks Plastic. Je ne vais pas m'attarder sur la démo parce qu'on n'a pas le temps de tout couvrir. Okay, je vais revenir sur ma présentation. Alors, on en était là. Justement, parler un petit peu de notre technologie. Okay. Alors, on a une très bonne technologie sur les solveurs. Okay,
on va vous dire un petit peu comment on peut affirmer ça. On a aussi une très bonne technologie de maillage qui permet, comme vous le savez, les pièces plastiques sont souvent des pièces fines. Avoir un maillage solide, c'est un challenge, ok, de bonne qualité. Et c'est notre technologie de maillage hybride qui permet de faire ça facilement et en mode automatique, vous l'avez vu tout à l'heure. Ok. Sur la bibliothèque matière, voilà, c'est le dernier point qu'on est en train de résoudre pour arriver à une très bonne qualité. Okay. Alors pour cela, on est en contact avec les fournisseurs de matière les plus connus. On a déjà signé avec Sabic, okay, qui est l'un des plus grands. Okay. Je crois qu'il est, on va dire, premier en termes de matière, deuxième derrière BASF, avec qui on est en train de signer aussi. Alors, la liste ici, là où il n'y a pas un check, okay, où il n'y a pas de marque, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien avec eux. Il y a des choses qui sont en cours, donc on ne peut pas encore le confirmer. C'est en cours de signature. Covestro, récemment, Celanese, Ems Grivori, Radici, Solvay et Polyplastique très récemment, et on a d'autres qui en cours. D'accord. Donc, ces fournisseurs vont nous donner pratiquement les dernières données, le dernier cri en termes de matières les plus utilisées sur le marché. D'accord. Il y a une obsolescence des matières, hein, bien entendu, donc ça ne sert à rien de conserver. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité, et puis on va vous fournir ce qu'il y a de mieux sur le marché. Pour la techno, je vous avais parlé tout à l'heure, bien entendu, donc on a une très bonne techno, on sait qu'on a une très bonne techno, et on a été, en plus de ce qu'on a fait il y a quelques années avec l'université de Lowell, UMass, aux États-Unis, là on s'est approché d'une autre université qui est proche de notre R&D, donc c'est plus pratique, à qui on a confié donc la validation, d'accord. Donc ils sont proposés de mouler 3 pièces, okay, et de générer des rapports pour 125 combinaisons, d'accord. 125 combinaisons sur 3 pièces, donc ça peut être sur les différents paramètres comme on l'avait vu, donc 3 géométries, 5 matières, ok, avec des variables comme vous le voyez ici sur la température de la matière, du moule, ok, sur le dosage, d'accord, sur et puis sur les pressions de compactage. Okay. Donc voilà la première, sur le disque, la première série de pièces où l'on a comparé les incomplets avec la simulation. La deuxième pièce, pareil, d'accord. On a comparé, et d'ailleurs, bon, c'était la version 2019 qui a été utilisée pour la validation, d'accord. Où l'on, avec comparé à la 2018, on a amélioré par exemple le profil de pression qui se rapproche, comme on le voit, le bleu par rapport au vert qui se rapproche du profil de pression sur la machine. Okay. Les questions de déformer, okay, où l'on a pris plusieurs diamètres ici, parce que en général, la forme circulaire n'est pas conservée. Okay, donc on va un petit peu voir la déformation justement de ces diamètres, où l'on compare ici l'expérimental par rapport au calcul. Donc version de 18, version 19. Bon, on voit que quand même malgré tout, on est quand même très très proche de l'expérimental. Alors, en récapitulatif, c'est éviter les pièces et on va garder quand même quelques minutes pour les questions. Okay. Assurer le bon nombre de seuils, minimiser ou éliminer les lignes, etc. Je vous laisserai relire dans la vidéo toutes ces mesures, y compris un petit peu comment il faut faire pour éviter les défauts, éliminer les reprises, améliorer la qualité et réduire les délais. Les packages, donc là je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vous laisse vous rapprocher de votre revendeur local pour obtenir plus de renseignements dans les packages et leurs tarifs. Je pense qu'il est temps d'aborder des questions. Alors en effet, on a eu, les questions, on a eu pas mal de questions.
Donc ça veut dire que les gens étaient vraiment quand même intéressés par le côté technique de ta présentation. On a eu notamment une question généraliste, on va dire, sur quand on fait une simulation d'injection plastique, on rencontre par exemple souvent des bulles d'air et des lignes de soudure. Et du coup, est-ce qu'on a des indices qui pourraient nous dire si ces lignes de soudure ou si ces bulles d'air qu'on voit dans la simulation sont vraiment problématiques ou à quel moment elles sont problématiques et à quel moment elles ne le sont pas? Très bien, merci. Alors, je ne me suis pas attardé tout à l'heure lorsqu'on visualisait un peu les résultats. Quand vous voyez des lignes de soudure, vous avez une échelle. Ça représente quoi? Ça représente l'angle de rencontre entre les deux fronts de matière. D'accord? Et d'ailleurs, on a inversé un petit peu l'échelle. On a mis le rouge pour les valeurs les plus basses et puis du bleu pour les valeurs les plus élevées. Comme l'angle, si vous voulez, plus l'angle est nul, ok, euh, ça veut dire que les fronts de matière se rencontrent face à face. D'accord? C'est là où ça le fait le plus mal, ok, parce que ça ne va pas facilement se ressouder. Parce que dans les chaînes moléculaires, ça va être difficile un petit peu de faire la fusion. Okay, si j'explique ça d'une manière imagée. Par contre, quand l'angle est très grand, donc à l'infini c'est 180 degrés, mais un peu moins que 180 degrés, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle des lignes de confluence, c'est-à-dire qu'elles vont se marier tout doucement. Okay, donc il y a des chances que l'orientation moléculaire se fasse dans le bon sens et qu'il y ait une bonne soudure. Okay, donc voilà un petit peu un indice de qualité. Après, en fonction de l'utilisation de la pièce, par contre là, il n'y a pas de critère qui vous permet de... en fonction de l'utilisation de la pièce, il y a une sollicitation mécanique, etc., il faudrait faire un petit peu attention que cette partie-là ne commence pas à faire une déchirure, à une propagation d'une déchirure, etc. D'accord? Pour les bulles d'air, donc là aussi, il n'y a pas un critère, il n'y a pas une valeur, c'est pas une valeur quantitative. L'endroit où arrive la bulle d'air, d'accord, donc déjà, il faut voir est-ce que, par rapport au moule, est-ce que je sais faire un évent à cet endroit-là? Je ne sais pas, imaginer le sommet d'une partie sphérique, ça va être difficile d'amener un évent à cet endroit-là dans le moule, parce que, bon, ça risque un petit peu de jouer sur la qualité de la sphère déjà. Les préférences sont une éventation dans ce qu'on appelle le plan de joint. Okay, parce que c'est très facile dans le plan de joint de prévoir un petit jeu qui aide l'éventation. Okay, après, c'est une question un petit peu de forme de pièce. Les angles, les arêtes de la pièce, c'est relativement facile à éventer. Quand c'est en plein centre, comme sur l'exemple que j'avais montré, c'est un peu difficile. Y a-t-il d'autres questions, Eric? Alors, je te cache pas qu'on est bombardé de questions techniques, donc ça c'est intéressant, hein. Ça veut dire que vraiment les gens sont intéressés le type de réponse technique que tu peux leur apporter. Alors, je vais en poser une là qui est assez, on va dire, assez rapide. Il y a des personnes qui ont vu le côté surfacique au niveau du choix du maillage et le côté volumique. Ils comprennent pas. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus Bien sûr, sur bien sûr. le côté surfacique et volumique? Bien sûr. Très bonne question. Alors, déjà, j'en profite pour aussi, on n'a pas eu le temps d'en parler. Okay. Aujourd'hui, on vous a présenté une solution dans SolidWorks. Okay. Je voudrais quand même vous informer qu'il y a aussi une solution sur la plateforme. Bientôt, alors bientôt, c'est peut-être dans un intervalle d'à peu près un an, bientôt accessible aux utilisateurs de SolidWorks. Okay, donc là, c'était juste une petite parenthèse. L'utilisation, donc la question, quelle est l'utilisation de surfacique, quelle est l'utilisation de volumique? Alors, quand vous avez des pièces où vous avez des épaisseurs variables, etc., notamment par exemple des formes cylindriques, okay, l'approche surfacique n'est pas la meilleure. Pourquoi? Parce que quand on fait un maillage surfacique, on confie au solveur le calcul de l'épaisseur locale. Donc, il n'y a pas de maillage dans l'épaisseur. Okay, l'épaisseur d'un cylindre, ça va être compliqué, okay, parce que
selon un petit peu l'orientation qui est sélectionnée pour calculer l'épaisseur, c'est difficile. Ensuite, quand il y a des épaisseurs trop importantes, l'approche surfacique n'est pas la bonne. L'approche surfacique, l'hypothèse derrière, c'est que vous avez un écoulement qui est symétrique par rapport à la fibre neutre dans cette épaisseur-là. Okay? Donc, dans une plaque, c'est vrai, mais après, dès que vous avez des épaisseurs très importantes, c'est pas gagné. Vous pouvez avoir un côté qui se remplit plus vite que l'autre, et donc du coup, il n'y a pas symétrie, et là, on perd, on n'est plus dans l'hypothèse. D'accord. Donc, grosso modo, on peut quand même l'utiliser pour faire des calculs rapides, et c'est le but, notamment de remplissage. Là, voilà, comme conseil, c'est juste pour faire du remplissage et avoir des tendances. Pour de la précision, on le voit, en fait, c'est des calculs rapides avec l'approche solide. On pousse nos utilisateurs à utiliser le maillage solide. Je vais quand même un petit peu vous rassurer. Comme on ne pourra pas répondre à toutes les questions, on vous promet qu'on va les garder et puis vous répondre directement. D'accord? J'en profite, je suis sûr qu'il y a d'autres questions. J'aimerais aussi que il y a des slides qui sont un petit peu importants, les derniers. Okay. Donc, comme l'avait annoncé tout à l'heure Eric, maintenant la quotidienne devient l'hebdo. Okay. Donc, le prochain se passera mardi à 11 h. Et puis, vous avez les dates ici avec les intervenants et le sujet. Pendant ce temps-là, on va essayer un petit peu de répondre à quelques questions. Eric, si tu veux bien. Alors c'est vrai on va en profiter un peu là pour laisser un peu cette slide pour avoir l'agenda sur les prochaines sessions, on va dire hebdomadaires maintenant. Donc la prochaine session, hein, ce sera bien sûr avec CADVision sur l'impression 3D et l'utilisation de SolidWorks pour l'impression 3D, donc CADVision étant un de nos partenaires. On aura également un autre rendez-vous. Alors là, moi, je vous donne rendez-vous, je dirais presque personnellement. C'est avec notre partenaire TechniProcess sur les solutions de simulation. Donc moi, étant un amoureux de la simulation, j'y serai certainement. Et ensuite, voilà, on va également reparler un peu de la 3D expérience. Et je sais qu'il y aura d'ailleurs pour la simulation encore une autre session sur de la simulation structurelle. Donc là, ça n'est pas encore annoncé ici, mais ce sera le 19 mai. D'ailleurs, ce sera moi qui présentera. Donc ce sera pour présenter les solutions de simulation sur la plateforme simulation structurelle. Alors en effet, des questions, on en a, je ne vais pas vous mentir, on en a vraiment beaucoup, des questions techniques. Donc je pense pas qu'on va pouvoir répondre là à toutes les questions tout de suite. Cependant, vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à poser vos questions. Nous, on va les noter. Et on vous apportera de toute façon des réponses, on va dire directement par mail, parce que là je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions d'aspects techniques avec des réponses qui prennent certainement un peu de temps à pouvoir y répondre, notamment sur des questions de comment détecter des défauts sur une pièce, des questions sur si le calcul se fait automatiquement. Il y a vraiment beaucoup de questions. Moi, je tenais aussi encore à appuyer encore sur la version quand même 2020 de SolidWorks. Donc je pense que l'autre fille l'a déjà fait un peu pendant la présentation, mais il y a vraiment eu un énorme travail sur SolidWorks 2020 pour la version plastique et notamment au niveau de l'automatisation et la réduction du nombre de clics pour pouvoir dérouler un calcul. Donc maintenant c'est on va dire automatique. Si on modifie la géométrie et pour pouvoir retourner le calcul après, cela ça va pouvoir se faire automatiquement. Alors qu'avant le workflow était un peu cassé. Donc il y a vraiment, même au niveau de la simplicité de l'utilisation du marieur, on va dire maintenant les clics sont à portée de souris, hein, sont vraiment on va dire c'est vraiment intuitif, très intuitif de pouvoir utiliser cette solution. Donc pour les personnes qui utilisaient ou qui utilisent encore SolidWorks classique avec une version antérieure à la 2020, on vous conseille vraiment très fortement d'essayer d'avoir accès à cette version 2020 car il y a vraiment de nombreuses nouvelles fonctionnalités au niveau du workflow qui sont vraiment très intéressantes.
Est-ce que tu peux mettre voilà la slide du replay? Donc on va terminer sur cette slide là. Donc prenez un peu de temps, prenez votre téléphone si vous l'avez pas encore déjà fait, prenez cette photo, cette slide en photo, comme ça vous pouvez directement aller nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Donc c'est la chaîne YouTube, c'est SolidWorks France. Donc tous les replays des épisodes de la quotidienne ont été enregistrés, donc ils sont tous visibles sur cette chaîne YouTube. Donc là, si vous y allez tout de suite, bien sûr, vous l'aurez pas cet après-midi, le replay d'aujourd'hui. Vous allez avoir le replay d'hier. Il y a à peu près une journée, on va dire, de délai avant de pouvoir mettre l'enregistrement sur la chaîne YouTube. Voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Donc déjà, on vous remercie beaucoup déjà pour les questions là que je suis en train d'en lire. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Euh, on vous remercie beaucoup pour vos questions, d'avoir suivi cette présentation et puis on espère vous retrouver très prochainement pour nos prochains épisodes, je dirais pas de la quotidienne maintenant, mais sur l'hebdomadaire, donc nos prochains webcasts sur SolidWorks et surtout sur la 3D expérience. Je sais plus si Lotfi, tu as aussi pu rapidement parler, tu aurais des choses à nous dire avec la 3D expérience et le plastique? Alors oui, donc j'en ai brièvement parlé tout à l'heure de l'existence donc d'une solution sur la plateforme où il y a quand même bon, c'est la même techno tout d'abord, ok. Après, bon, pour les gens qui veulent adopter la plateforme pour d'autres raisons, ok, vont quand même retrouver la solution plastique avec quand même d'autres avantages comme le cloud, etc. Et on va aussi travailler sur la partie conseillée, si je puis dire, pour que les gens soient aidés dans la conception par rapport à l'interprétation des résultats, etc. J'en dis pas plus pour le moment, ok, mais on y travaille beaucoup, tout en maintenant, bien entendu, la solution actuelle dans SolidWorks, qui a aussi, bien entendu, ses avantages, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, je vous remercie aussi pour votre présence et on vous promet un petit peu de revenir vers vous avec réponse à vos questions. Et si nécessaire, on trouvera même le moyen, en fonction des slots hebdomadaires cette fois-ci, s'il faut faire une présentation un petit peu plus avancée, on va y réfléchir en fonction un petit peu des questions. Sinon, ne vous inquiétez pas, on vous répondra. Eh ben, merci à vous tous et puis on va maintenant pouvoir du coup clôturer ce dernier épisode de la quotidienne. Allez, bonne journée à vous et bon appétit pour ceux à qui c'est l'heure d'aller manger.